Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité, dis la vérité, et que la vérité. La vérité, c'est important. Aujourd'hui, on va parler de fake, les gars. La phrase « fake it till you make it », est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Évidemment. Non. Romain, toi, ça te parle pas ? Non, je vous l'ai dit juste avant ce podcast, donc je vais découvrir le sujet avec vous et... Alors, je vais te résumer ce que c'est. « Fake it till you make it », c'est un aphorisme anglais. Un aphorisme, c'est une manière brève d'abréger une expression qui suggère qu'en imitant une compétence, on finit par se l'approprier. En gros, même si rien de tout ça n'est vrai, si vous faites semblant d'avoir confiance en vous, d'être riche et d'être un entrepreneur à succès, ça finira par arriver. Pour vous donner un exemple que vous connaissez tous, l'auteur des vidéos « La question elle est vite répondue » par exemple, qui était un gars qui vendait des conférences, des formations marketing dans des costumes de luxe, devant des voitures de luxe, bah c'était un gars qui en fait vivait chez sa mère, n'avait pas le permis, mais en apparence, il était en train de fake it et il avait basé toute sa communication là-dessus. Véritable philosophie de vie aux États-Unis, pilier majeur de la loi de l'attraction, qu'on est beaucoup à connaître, que beaucoup suivent. Ce que cette phrase prétend, c'est que le sentiment précède l'action. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà que ces costumes n'étaient pas de luxe, mais de mauvais goût. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à part ça ? Je pense que ça peut t'aider psychologiquement à faire le premier pas. Je pense que c'est bien de se mettre dans la peau de la personne qui nous inspire ou autre, mais en restant humble. Et ça peut nous apporter cette petite étincelle en se disant « Ah, ok, il fait comme ça, je passe le cap, je vais essayer de faire un peu comme lui. » Et puis finalement, après tu bosses, quoi. Il y a quand même une étape où il faut bosser, merde, quoi. Tu vois, tu vas pas juste enfiler le costume d'un patron du CAC 40, ouvrir 2 pages de trading sur ton ordinateur et être milliardaire. Ça n'existe pas, quoi. Mais ça fait vraiment partie d'une philosophie et d'une habitude de te lever le matin, de prendre ta douche, même si tu restes à la maison, de t'habiller pour être présentable, etc. Même si personne te verra, juste pour bosser. Donc psychologiquement, je sais que moi, personnellement, ça m'aide aussi. À te laver ? Ouais, je le fais, mais depuis peu, j'ai testé et je trouve que c'est utile. Ouais. Pour revenir aux sources de ce discours, c'est une meuf qui s'appelle Amy Cuddy, je crois, qui a fait un TED Talk sur cette question, qui est anthropologue animalière surtout, et qui a théorisé cette phrase « fake it until you make it ». Et là-dedans, se sont engouffrés des tonnes de vendeurs de rêves et de poussière d'étoiles pour dire bon, bah voilà, t'as qu'à faire semblant et puis tu finiras par y arriver. Et à un tel point que elle a dû prendre la parole et préciser sa pensée sur cette question pour dire oulala, attention, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ça vous permet de passer à l'action, vraiment de faire des choses en fait, mais ça ne se substitue pas aux compétences. Et il y en a beaucoup trop qui ont pensé qu'en faisant semblant, ça les rendait compétents. Ça les rend pas compétents, ça leur donne l'impression de l'être. Le raccourci est énorme. Mais le raccourci est très très dangereux. Et je pense que c'est intéressant sur le côté call to action. Donc ça te met en mouvement, ça t'oblige à faire des choses. Mais c'est dangereux à partir du moment où tu crois toi-même à ta propre arnaque. Ouais. Et ça arrive dans beaucoup, beaucoup de cas. Tu finis par te perdre toi-même. Tu finis par croire que tu es compétent alors qu'en réalité, tu fais juste semblant de l'être. Et donc, pour moi, cette théorie est véritablement dangereuse parce qu'elle est souvent incomprise, mal maîtrisée, et ce qui devrait être un appel à l'action pour acquérir les compétences est en fait un appel à l'action pour faire croire de les avoir.
Je crois que à l'origine, c'est vraiment pas une solution à l'incompétence, mais c'est une solution au manque de confiance. Le fait de faire croire que tu as confiance en toi, de faire croire quand tu rentres dans une pièce, etc., que tu gardes la tête haute, etc. Je l'ai vu notamment beaucoup dans des conseils de séduction. Des gens qui disaient, si vous n'avez pas confiance en vous, faites semblant d'être une autre personne, en fait. C'est vraiment ce fake de la personnalité. C'est un truc que vous avez l'impression d'utiliser, vous, au quotidien, dans le business, ou alors même personnellement? Moi, ça résonne plutôt avec le côté théorique vs pratique. C'est-à-dire que ce que vous me dites là, j'ai plus le sentiment du coup au quotidien parfois, ça m'arrive pas tout le temps, mais quand il y a un sujet qui m'intéresse, sans le travailler en profondeur, j'ai rapidement besoin de tester un petit peu, de bêta-tester le truc, de rentrer dans la pratique du sujet, même si je maîtrise que dalle, quitte à perdre un petit peu d'énergie, un peu de temps, mais au moins pour comprendre du pourquoi je dois apprendre, pour arriver à quel degré d'excellence ensuite dans la pratique. Ça résonne plus dans ce sens-là. Au quotidien, non, je trouve ça très dangereux. Il y a des choses, ce qu'on peut appeler des variables dans ton business que tu n'as jamais faites, et quand un client te le demande, tu peux par assurance dire oui, ça on va savoir faire. Mais le fait de on sait faire, si derrière tu te prends la question de vous m'envoyez des exemples, tu fais quoi? Tu vois, genre... Puis surtout, ça s'applique pas à tout. Enfin, tu vois, moi je veux bien le fake it until you make it quand t'es chirurgien. Enfin, bonjour la boucherie, quoi. Hein, tu vois. Putain. Alors, vous opérez du cœur, oui, demain 16h. Voilà. Non, C'est vraiment arrivé. Un mec qui faisait croire à toute sa famille qu'il était médecin. Oh, quelle horreur. Et qui, du coup, pour s'en sortir et pour subvenir aux besoins de sa famille, arnaquait ses proches pour avoir de l'argent. Et en fait, tous les matins, il partait de chez lui. Il y a un film qui s'appelle L'Adversaire qui raconte cette histoire. Et tous les matins, il partait de chez lui, il restait dans sa voiture et il faisait rien, mais il faisait croire à tout le monde qu'il était médecin. Ah oui, pas mal, je connaissais pas. Mais, spoiler, ça a ses limites. Vous verrez pourquoi dans le film. Mais tu vois, ça peut pas s'appliquer à tout. Mais moi, la seule chose de positive que je trouve à cette théorie, c'est le fait de te mettre un coup au cul et te dire, essaye, même si c'est imparfait, essaye, et surtout, mets-toi à apprendre vite. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la partie fake, elle peut pas durer une éternité. Ouais. Si tu fais semblant de savoir à peu près un truc, ça ne marche que si tu fréquentes des gens qui ont un niveau de connaissance relativement bas et qui ne te challenge pas. Mais si tu es dans les bonnes zones, avec des gens qui sont capables de te challenger sur tes connaissances, eh bien ça va pas faire illusion très longtemps. Donc disons que si tu pratiques stricto sensus le fake it until you make it, et qu'il a tendance à marcher sur la durée, dis-toi que tu fréquentes des gens qui sont mauvais. Ouais. Et qu'il y a certainement plus de valeur ailleurs, et la valeur, elle se reconnaît au fait qu'elle te résiste. Ou alors tu es Bernard Madoff. Ouais, mais enfin, il n'était pas sans aucune compétence. Non, il avait de très nombreuses compétences, à un point même où il est arrivé à arnaquer des experts du système, en fait. Donc là, c'est encore autre chose. Et dans le business, sur les réseaux, etc., vous n'avez pas l'impression parfois de vous montrer plus confiant auprès d'un client ou alors du public que vous ne l'êtes véritablement? Ah, moi, je suis un vrai connard dans la vie comme sur les réseaux. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que tu te montres pas parfois plus connard que tu l'es véritablement, même si on est d'accord, c'est compliqué. Alors, si vous voulez que je vous dise la vérité pour le coup, moi, je pratique depuis très longtemps un truc que j'appelle mon filtre à con. C'est-à-dire que je n'ai pas peur d'être clivant, quitte à l'être exagérément, pour distinguer ceux qui vont savoir dissocier lorsqu'il s'agit d'humour de 2e ou de 3e degré, de cynisme, de ceux qui vont tout prendre au 1er degré. Et c'est très utile, tu gagnes un temps infini. C'est bien, mais ça ne répond pas du tout à ma question. Bah si. Non. Ma question, c'était, est-ce que... Ça veut dire que les gens qui commentent sur les réseaux et qui prennent au 1er degré tout ce que je poste, etc., ils m'intéressent moins que ceux qui sont capables de prendre un peu de distance. Ça répond à ta question. Je vais te la reposer. Est-ce que auprès d'un client, ça ne t'arrive jamais de te montrer plus confiant que tu ne l'es véritablement?
Je prends un peu de temps pour répondre parce que je ne fais pas de prendre de risques à mes clients. Bon, moi, ce que nos clients achètent chez nous, c'est la capacité à régler des problèmes qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à régler seuls. Donc, si je ne sais pas, je préfère lui dire que je ne sais pas. Par contre, si je suis sûr à plus de 90% qu'on va savoir faire, qu'il me manque 10% de certitude. Oui, c'est ça, j'imagine qu'il y a des défis qui sont plus compliqués que d'autres. Et je peux lui dire oui, vous en faites pas, on va y arriver. Il y a peut-être une part d'incertitude, il y a peut-être une part sur laquelle on va devoir s'arrêter, regarder un peu les détails, mais grosso modo, vous pouvez nous faire confiance. Je n'ai pas besoin de 100% de compliancy pour pouvoir donner de l'affirmative. Mais peut-être aussi parce que derrière toi, tu as une histoire qui est celle d'Imakina. Oui, parce que ça fait 25 ans qu'il y a ce métier. Compétence qui est reconnue, mais est-ce que si tu lançais ton business aujourd'hui, tu serais pas obligé un petit peu de fake it quand un gros client vient te voir et a un gros défi pour toi, pour lui dire oui, non, mais tout va bien se passer. Bah, bien sûr, et je connais tout le monde a fait ça à un moment ou un autre dans sa carrière. Mais après, ça dépend où tu places la barre, c'est-à-dire que tu peux pas faker des trucs que t'as pas du tout, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la vérité si je mens. Tu sais, il ouvre la porte, il y a 30 secrétaires et en fait, si tu fais le tour des ordinateurs, tu te rends compte que tous les écrans sont cassés, qu'ils sont pas branchés à l'électricité. Non, ça marche pas, quoi. Tu peux pas faire ça. En fait, moi, je crois pas que tu puisses monter un business sur une arnaque ou uniquement la force de la conviction. À un moment, rien ne se substitue aux compétences. Et je pense que l'intelligence, surtout, c'est, si tu le fais, de t'entourer en partie par des gens qui savent réellement faire. Ouais. OK pour faker, mais par contre, OK pour commissionner comme il se doit la structure qui va te permettre de le faire pour que toi, tu puisses apprendre en même temps que d'essayer d'exécuter. Mais faker de A à Z et dire à un client oui, je sais faire, tu vas essayer de le faire tout seul alors que tu l'as jamais fait et tu n'as jamais appris à le faire, à part perdre un client, tu as quand même peu de chance. Alors que si au milieu, tu te dis OK, je sais pas faire, mon client pense que je sais faire, bah, tout ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir un bon prestataire ou de faire le boulot à la place de mon client pour trouver la personne qui, elle, sait réellement faire, être l'intermédiaire au milieu et apprendre. Et puis moi, je préfère le co-design. Alors, je préfère lui dire, dans le problème que vous me posez, voilà la partie que je maîtrise, et il manque ces 10 ou ces 20%, et là, on va travailler ensemble pour trouver la solution sur ces 10 ou 20% qui manquent. Et là, on va co-construire, co-designer la solution sur les quelques pourcents qui manquent pour trouver le résultat. Et je préfère ça. En plus, ça augmente le pouvoir d'appropriation. Ouais. Et ça peut arriver de faire appel à un autre prestataire qui a une compétence très particulière que vous n'avez pas? Bien sûr. Ok. Bah, tous les jours. Enfin, tous les jours, ça dépend, mais... Un exemple dans notre industrie, un droniste. Genre, j'ai pas besoin d'un mec qui sait piloter un drone toute l'année, mais par contre, à certains moments, quand on fait des grosses vidéos automobiles, oui, je sais vendre le fait qu'on sache faire des super belles images au drone, parce qu'on travaille avec des prestataires, et j'ai pas honte de le dire et de les présenter. Mais pour le client, la réelle valeur ajoutée, c'est d'avoir un seul interlocuteur. Donc, ça, pour le coup, on sait faire. C'est-à-dire que manager les bonnes équipes pour qu'il y ait le droniste au bon moment, je pense. Moi, j'ai une question juste pour toi, Léo. On sait que tu passes beaucoup de temps à créer tes vidéos parce que tu détestes justement ce côté j'explique ou je dis quelque chose que je ne maîtrise pas à 600%. C'est ce qui parfois nous frustre un petit peu. Hein. C'est le rythme des vidéos avec ta communauté. Hein. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Ta communauté aimerait plus de vidéos. Il y a des vidéos où t'as pas besoin de lire 3 bouquins pour sortir. À la fin, c'est des phrases et des mots que tu... Si, bien sûr que ça, c'est dingue. Moi, ça m'a toujours fasciné. Toutes les vidéos n'ont pas besoin de ça, mais les vidéos pour lesquelles je prends ce temps en ont besoin. Elles en ont besoin parce que si je lisais pas ces livres-là, ce serait pas du tout le même propos. J'aurais pas le même recul. Alors je pourrais extrapoler ce truc en disant je pourrais même lire 10 bouquins. Je le fais pas pour des raisons de j'ai besoin de bouffer et il faut que je la sorte au bout d'un moment la vidéo parce que sinon je la sortirai jamais. Mais si j'ai besoin de ça pour sortir mon projet. Je trouve ça intéressant parce que du coup ça pose la question de est-ce qu'on peut se permettre de fake un peu plus de temps en temps pour produire plus et du coup avoir une meilleure activité en gros dans ta boîte, et toi non, toi tu préfères ne pas faker et garder je fake un peu dans le sens où je suis pas un mec tech à la base. Je suis pas un gars qui a des compétences informatiques, qui a fait des études, qui connaît les caractéristiques par cœur, etc. En revanche, je m'instruis beaucoup
je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je consomme énormément de contenu qui m'apprend ces notions-là. Donc, c'est pas tellement du fake, mais c'est vrai que quand tu vois mon contenu, tu pourrais t'attendre au mec qui est un super geek et tout, et en fait, je le suis pas du tout. C'est juste que j'ai une sensibilité qui s'est posée sur ce domaine-là, et je fais tout pour pas dire de conneries et pour raconter quelque chose de pertinent. Chez Imakina, donc ça peut vous arriver, vous, de faire appel à d'autres prestataires parce qu'il y a des missions auxquelles vous pouvez pas répondre en interne? Alors, chez Imakina, oui, ça peut arriver sur des expertises vraiment très spécifiques. Tu vois, il te faut un consultant qui a déjà travaillé dans l'industrie des FMCG sur des boîtes qui avaient un problème de retournement sur le marché mexicain. Voilà, bon, bref, donc tu as besoin d'un expert qui a déjà fait ça. Donc là, auquel cas, tu vas prendre cet expert-là. Mais après, tu vois, Imakina et le groupe au global, c'est maintenant beaucoup de personnes dans beaucoup de pays. On a à demeure une quantité d'expertise vraiment folle. Moi, j'en découvre tous les jours. Et au final, on se rend compte qu'on a une quantité d'expertise en interne assez incroyable. Après, créativement, on va parfois chercher des compétences créatives ou des sensibilités créatives qui viennent compléter le travail de la direction de création qui est fait chez nous. Donc on va aller chercher un photographe pour sa touche particulière ou son sens particulier de ces sujets-là, dans ces ambiances de lumière-là ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ça peut arriver. Mais bon, voilà. Maintenant, avec notre actu récente, tu vois, 50 000 personnes, 50 pays, quoi. Ouais. Ça fait pas mal d'expertise à la maison, quoi. À cette échelle, du coup, je pense pas pour ma prochaine question, mais la question qui peut se poser aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est comment est-ce qu'après tu racontes? Parce que tu peux ne pas du tout faker à la production et à la vente, mais tu peux faker dans ton storytelling quand tu as fini la mission, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, enfin moi en tout cas depuis que j'essaie d'être actif, le nombre de superstars de l'entrepreneuriat que je découvre chaque matin sur LinkedIn, alors qu'ils ont fait un petit photoshoot au fin fond de la Creuse, mais que derrière l'image c'est marqué Windows, putain, ils t'en racontent un truc de fou, quoi. Alors j'aimerais rebondir là-dessus. Fake it until you make it. Je crois que cette phrase représente tout le gouffre dans lequel s'enfonce ma génération, et la tienne, Romain. Non pas que j'ai quelque chose contre la phrase en elle-même, mais contre l'interprétation qu'on en a fait au fil du temps. Elle est devenue l'incarnation de toute la facilité après laquelle on court en permanence. Celle qui, par exemple, les gens utilisent sur leur profil Instagram pour faire croire que leur vie est parfaite. Or, dans Fake it till you make it n'est pas une fin. C'est un moyen. C'est littéralement l'idée, non pas de faire croire aux autres, mais de se feinter soi-même pour finir par parvenir à débloquer une compétence, un bien, un succès difficile d'accès. La raison pour laquelle c'est difficile d'accès, c'est que ça demande de s'élever par rapport aux autres. Pas dans l'apparence, mais dans l'action. On n'obtient jamais rien sans action. Le problème avec cette philosophie, vous reconnaîtrez ma patte avec le problème avec, c'est qu'elle est détournée de son ambition originale, et les gens finissent par vouloir le titre du poste et les félicitations sur LinkedIn, dont tu parlais Romain, qui vont avec sans le travail. Mais la vie, ça marche pas comme ça. Si vous passez votre vie dans le mensonge, ça va finir par se voir, comme tu le disais Manuel, vous allez perdre la confiance des gens, et plus grave encore, perdre confiance en vous-même. On peut pas l'en empêcher. Écrire, on peut pas l'en empêcher, Léo. Mais c'est beau, c'est chouette. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais publié un truc qui disait Instagram a réussi à convaincre une génération qu'avoir l'air de réussir est plus important que réussir. Alors, c'est un peu plus court, mais ça dit à peu près ça. Mais c'est dramatique, et je crois que c'est pas que de notre faute individuellement. Je pense que c'est un problème, et c'est pour ça que je dis que c'est un problème générationnel, c'est que tout va beaucoup plus vite qu'avant. On est entouré pas de gens, mais de posts de gens qui nous montrent à quel point leur vie est incroyable, qui font plein de choses. Tu vois des gens qui bossent 4 heures par semaine et qui se dorent la pilule au soleil parce qu'ils ont construit un business qui fonctionne tout seul. C'est un peu difficile quand tu vois autant de facilité, quand on te promeut autant de facilité qui en réalité n'existent pas réellement, de te dire bah moi je vais me lever tous les matins et je vais bosser. Mais donc on court constamment après cette facilité qui finalement n'existe pas. Le bon mot, c'est la facilité. Je publie de temps en temps sur Instagram ce que j'appelle mes inspirations. Pourquoi ? Parce que on me demande souvent tiens, d'où vient cette réflexion, etc. Donc du coup, j'ai décidé de rendre hommage aux gens que je lis ou que j'écoute en publiant des extraits vidéo de leur talk ou de leur conférence publique et essayer d'intéresser d'autres personnes à lire leur travail ou à aller regarder ce qu'ils font. Et il n'y a pas longtemps, j'ai publié un morceau d'une conférence de Simon Sinek, qui est un mec
que j'adore et qui en plus est un pote par ailleurs. Et en fait, il parle du fait que les gens aujourd'hui veulent aller vite, surtout, et notamment votre génération à vous, qui a cette fameuse expression je veux avoir un impact. Dieu seul sait ce que ça veut dire, mais je veux avoir un impact sur les choses. Et t'es là, tu discutes avec eux, tu leur dis ah tiens, alors comment ça se passe dans le boulot, tu étais arrivé dans la boîte, etc. L'impact est évident. Et ils te disent je pense que je vais démissionner. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi, etc. C'est je comprends pas, j'aimerais avoir un impact sur les choses. Tu leur dis mais t'es là depuis 6 mois. Ouais. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et en fait, l'impact, c'est un peu ce climax là, c'est le haut de la montagne, et ils en oublient que entre le sommet et la vallée, il y a la montagne elle-même en fait. Et à vouloir avoir le résultat sans connaître le chemin et toutes les difficultés de ce chemin et tous les errements que ça implique, le fait de se tromper, de se gourer, de revenir en arrière, etc. En fait, c'est facile à comprendre quand c'est dit comme ça, mais c'est dur à intégrer. Il faut aimer le chemin plus que la destination. Le problème, c'est qu'on a envie de se battre contre le temps, mais tout prend du temps. Et je suis d'accord avec toi, et il y a plein d'études qui démontrent que tu peux ressentir de la satisfaction à atteindre plus rapidement des résultats, mais cette satisfaction n'est pas durable. Il n'y a pas de raccourci pour apprendre ce que c'est que l'épanouissement, le sentiment du devoir accompli, la joie d'atteindre un objectif difficile en équipe. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Ça prend du temps. Et ça s'apprend avec le temps. Et je pense que face à ce que j'appelle l'instant generation, celle qui swipe pour draguer au lieu d'aller à un rendez-vous, de se sentir mal à l'aise et de pas savoir ce qu'elle a à dire, ouais. Eh bien, il n'y a pas de raccourci pour ça en fait. C'est un processus itératif, chaotique, dans lequel tu prends des coups, tu es mal à l'aise, tu vis des situations désagréables, tu dois te surpasser, tu dois aller contre tes instincts et contre la facilité pour arriver à surmonter tout ça. Et beaucoup de gens veulent les résultats de ce dont ils rêvent, ce qu'ils ambitionnent d'atteindre, sans jamais faire face, les yeux dans les yeux, à leurs peurs, à leurs limites et à leurs difficultés. D'autant qu'au bout d'un moment, le fake it n'est plus une volonté, je crois que c'est une drogue, et que ça devient une réelle habitude qui est dangereuse. Au bout d'un moment, vous vous persuadez vraiment que vous êtes la personne que vous prétendez être. Le problème avec ça, c'est que la gratification, les jolis messages que vous allez recevoir, etc., les félicitations des gens, que ce soit pour une nouvelle photo que vous avez mise sur Instagram avec un filtre qui ne vous ressemble pas du tout, ou alors que ce soit j'ai travaillé sur tel projet qui n'existe pas réellement et qui ne sortira jamais sur LinkedIn. La gratification que vous ressentez à ce moment-là, elle est sincère. C'est-à-dire que même si le projet n'existe pas, même si vous savez au fond de vous pertinemment que la photo que vous venez de poster, elle est complètement retouchée et ça ne vous ressemble pas, vous recevez ces félicitations comme étant extrêmement sincères. Et vous avez l'impression d'être devenu cette personne entre-temps. C'est souvent justement raccordé avec le fait d'annoncer avant de faire. Je trouve qu'on parle là beaucoup du fake pendant, mais le fake dans notre génération avant de faire est juste colossal. Le nombre de personnes qu'on peut croiser et qui te disent « Alors, tu vas faire quoi ? C'est quoi les prochains trucs dans les prochains mois ?» J'ai pas envie d'en parler, ils sont pas faits. Enfin, moi, c'est un truc que je déteste quand en soirée on me dit « Et alors, les next steps, c'est quoi ?» Parlons de ce que je fais déjà aujourd'hui. J'en chiche tellement pour faire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi t'as envie de savoir ce que je vais faire dans 3 ans ? C'est le syndrome du rappeur qui dit ça arrive fort. C'est exactement ça. Et puis rien n'arrive. Et moi, je trouve ça dramatique, les gens qui sont toujours là. Moi, j'adore les gens qui disent « T'es pas prêt pour mon nouveau projet. » Vous êtes pas prêt, ça arrive fort. Mais c'est très vrai. Hein. Et je trouve que et malheureusement,
beaucoup, vraiment, si vous fermez les yeux 2 secondes, que vous vous repassez le mois dernier, ça vous est au moins arrivé une fois. Et à tous, pourquoi ? Et moi le premier, j'aime de temps en temps exagérer un peu le truc et autres parce que ça me conforte et ça me fait plaisir. Mais ça n'a aucun rapport, c'est parce que tu es du Sud. Bon, peut-être. Mais on le fait tous et il faut s'en rendre compte. Parce que ça, c'est, je pense, vraiment un poison parce que t'es plus en train de culpabiliser, de te dire putain, maintenant que j'ai fait ça, et puis tu fais rien. T'as peur de pas faire ce que t'as annoncé, ce qui va arriver dans 6 mois et que t'avais même pas prévu. T'avais juste pris un verre de trop et t'as annoncé un truc qui tu venais d'avoir l'idée. Mais ça, c'est souvent, quoi. C'est d'ailleurs une règle de développement personnel fondamentale qui dicte, plutôt que de dire aux gens je vais arrêter de fumer, dis je ne suis pas un fumeur. Parce que si tu dis aux gens je vais arrêter de fumer et que dans la soirée ils te voient fumer une clope, ça va pas les choquer, ils vont se dire bon, il a pas encore arrêté mais il va le faire. En revanche, si tu dis je ne suis pas un fumeur et que dans la soirée ils te voient te griller une clope, là ça va pas sonner de la même manière. Oui, je trouve très vrai ce que tu as dit tout à l'heure sur l'histoire des commentaires et c'est ce qui est très dangereux aujourd'hui. On en a déjà parlé dans le concept d'extimité, etc. C'est que tu peux arriver à faire croire à une situation particulière avec le bon post, la bonne photo ou je sais pas quoi. Et en fait, les gens vont réagir à cela et te féliciter ou t'encourager sincèrement. C'est-à-dire que eux font acte de sincérité, mais la réalité, c'est que le post est lui-même une arnaque. Et donc, tu reçois un élan de sincérité face à une arnaque. Et je comprends pas comment tu peux te regarder dans les yeux, en fait. Et il y a des gens qui arrivent à dealer avec ça tous les jours sans aucun problème. D'autant que je crois qu'en termes de performance, au bout d'un moment, dans un monde où tout est fake, l'authenticité est un super pouvoir. Bien sûr. Je pense à Lena Situation, qui dans son contenu est extrêmement authentique. Alors après, ça reste une influenceuse, donc elle montre certainement pas tout, etc. Mais ça, c'est un choix de contenu. Mais elle montre une authenticité qui est folle, qu'on n'avait pas vue à ce jour sur YouTube. Elle se dévoile énormément sur Internet. Et ça marche. Et je crois que la raison du succès de Lena Situation, c'est exactement cette authenticité-là. Oui, je suis d'accord. Il y a une forme d'authenticité. Elle assume l'imperfection. Ouais. Combien de fois dans ses contenus elle dit aujourd'hui j'ai une sale gueule, j'ai des boutons, etc., etc. Bon bref, elle en parle assez souvent et sans complexe. Et cette sincérité est finalement assez touchante et réconfortante pour les gens qui la regardent. C'est une vraie personne avec des imperfections. Là où Hollywood te fait croire à la perfection absolue. Et c'est ce qui est touchant dans son contenu. Romain, toi, dans ton histoire sur YouTube, sur Internet, t'as déjà faké un truc, une situation ? Peut-être pas dans le sens je me pimpe en bien, mais je fais exprès de faire un truc peut-être qui est un peu plus accessible. Il y a des trucs que j'aurais pu partager où je me suis dit attends mec, là, non, t'as fait ça parce que c'est ton kiff, parce que c'est toi, mais si tu montes ça demain à ta communauté, tu vas juste paraître pour le mec qui fait ça tout le temps, alors qu'en fait ça t'arrive une fois. Je prends un exemple tout con. De temps en temps, je prends l'hélicoptère. J'adore l'hélicoptère. Donc, quand il y a vraiment l'occasion, je trouve ça magique, l'hélicoptère, ok ? J'ai le choix entre... Moi aussi. Toi aussi, voilà. Et on a le choix entre faire une photo de je me la pète, je regarde à peine l'appareil photo, je prends mon gros sac, machin, comme si c'était normal et comme si je prenais l'hélico tous les jours, ou le truc de tu me vois avec le masque dégueulasse en mitouflé dans l'hélico, on fait coucou avec le petit peace and love parce que tu vois que je suis un gamin et que je suis encore émerveillé par ça. Moi je trouve ça plus beau quand tu fais un truc un peu hors norme, de le montrer en mode t'es émerveillé et tu te rends compte de ce que tu fais, plutôt que d'essayer d'appartenir à un truc. C'est pas parce que je trouve que la façon dont tu montres ce que tu fais au quotidien n'a rien à voir avec ce que tu peux gagner. T'as des mecs qui sont multimilliardaires et on n'y croirait pas une seconde. Et il y a des gens qui ont pas du tout un sou et qui se font passer pour des milliardaires, mais m'as-tu vu ? Et je trouve que ça, c'est quelque chose à vraiment dissocier. Ouais, mais je pense que ça se détecte assez vite quand même. Bien sûr, mais dans notre génération, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup se font avoir. Combien de gens m'ont dit « Non mais vraiment, les gens de la télé-réalité, c'est parce que tu t'en rends pas compte, mais ils gagnent vraiment une fortune. » J'y ai été. Enfin, j'ai été dans des voyages de la avec eux. Quoi ? Non, mais c'était toi dans Secret Story ? j'ai été dans certains voyages où ils étaient là
Et vraiment, ils sont heureux de te raconter qu'ils sont payés 500 € quand ils font un post en collaboration avec 2 millions d'abonnés. Mais parce qu'ils en font 2 par jour. Et les gens vont se dire, mais attends, 1 000 € par jour, c'est... Mais en fait, non, parce que le mec, il en dépense une fortune pour le faire, parce qu'il sait rien faire. Il sait pas prendre sa photo, il sait pas la retoucher, il sait pas la publier, donc le mec, il paye un community manager, un photographe, et tout est un fake, tout est un truc qui tient sur un château de cartes. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais... Waouh, c'est dingue! Et en fait, tous les gens que tu vois avec les gros sacs Louis Vuitton et autres, en fait, ils se les font offrir par des distributeurs. C'est pas du tout Louis Vuitton qui en a quelque chose à foutre d'être sur la photo du. Donc, quand tu te rends compte du backstage, ce qui est dramatique, c'est que ça marche vraiment. Et c'est pour ça que ça en fait un sujet de podcast. Parce que ce qui est dramatique, c'est que ça marche. La notion, je pense que c'est la durée de vie que tu veux avoir publiquement. Ça marche à court terme, à Exactement. long terme, c'est plus difficile. Même à moyen terme, ça marche. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils le font et ça fonctionne. Alors, les plus intelligents arrivent à profiter de ce côté fake du départ pour en faire finalement quelque chose de bien, parce qu'ils ont quand même, à un moment, ils se sont quand même dit, tiens, mon cerveau, faut que je m'en serve. Mais quand tu t'en sers vraiment pas et que tu fais fake de A à Z, ça rend rien, quoi. Non, mais l'exemple parfait, c'est qu'on a vu récemment encore aux US des studios où il y a des faux avions privés. Où le meilleur exemple, c'est MrBeast quand même. MrBeast qui fait gagner 10 000 €, 20 000 €, 1 million d'euros. Non, il a pas des billets avec réellement 1 million d'euros. Enfin, en fait, c'est juste interdit. Tu peux pas retirer autant d'argent comme ça en cash. C'est juste pas possible. Donc oui, il y a des virements qui sont faits après. Oui, il y a un comptable qui va compter correctement et qui va avoir un IBAN avec une facture, et c'est ça qui est fou. Mais les gens, ils se disent vraiment, ah, ils sautent dans une piscine d'argent. Tu vois, ça c'est ouf. Mais moi je trouve ça cool parce que MrBeast du coup le raconte de façon authentique et tu sais la réalité. Mais si tu t'y intéresses pas vraiment, c'est assez bien foutu pour que ça tienne la route, quoi. Bah, par exemple, Manuel fait croire à tout le monde qu'il n'a que 45 ans. J'ai pas 45 ans, connard. T'es un bâtard, il en a 38. Je veux mes primes, tu fermes ta gueule. On en parle de ton setup, toi, dans ta cuisine avec tes 4 trépieds qui tiennent sur des livres pour faire ta putain de photo iPhone incroyable où on dirait vraiment que tu t'appelles Marques Brownlee. Dans ma cuisine? Genre sur la table à manger et tout, là, les setups récents, là, où on voit la super belle photo de l'iPhone sur le marbre. Dans ma salle à manger? Ouais, voilà. Ouais, bah, par exemple, ouais, tu verrais l'envers du décor quand je tourne, quand je prends des photos, c'est horrible, il y a des trépieds partout et tout, mais ça on le montre pas, ça a peu d'intérêt en fait. Et t'es en caleçon. Et je vais te dire même, alors ça par contre c'est très bien que tu le dises, parce que Romain pendant très longtemps filmait ses vidéos en caleçon. Oh, quel bâtard. Parce que ça ne se voyait pas. C'est vrai. À la caméra, il était en caleçon dans ses vidéos. Dans le meilleur des cas. Et il y a pas une ou deux fois. Qu'est-ce qu'il a raconté? Où t'as fait genre qu'on t'avait envoyé un produit ou qu'on t'a sponsorisé, c'était pas vrai. Ah, mais alors. Il se trouve que... Tu avais quel âge? Resituons. Bon, resituons. J'avais 15 ans. Et... La prescription. À l'époque, les vidéos YouTube, c'est... une fois de temps en temps des vidéos de Jojol, une fois des vidéos de 01net quand ils la mettaient sur leur chaîne YouTube, et je crois qu'il y avait déjà un peu Steven qui faisait du jailbreak, et Jojol aussi faisait du jailbreak, pour vous donner des trucs, c'est rien à voir, ok, et on avait tous moins de 10 000 abonnés, voilà, ça c'est le truc. Et je me suis dit à un moment, si on veut faire comme aux US où ils reçoivent des produits pour en parler, ben je vais faire genre que j'ai reçu les produits de marque pour que les autres marques se disent « Ah, on lui envoie des produits, nous aussi on va lui envoyer des produits ». Donc oui, il se trouve que, je crois que c'était l'une des premières vidéos PS5 ou Xbox, un truc comme ça. J'ai dû dire dans la vidéo... à l'époque déjà, putain. Non, pas du tout. Non, incroyable. C'était la PS3. C'était hier en fait. Non, excuse-moi. Il a dit qu'il avait 15 ans, c'était la semaine dernière. Et j'ai forcément dû dire, à mon avis, une ou deux fois au début des vidéos, on est ravis d'avoir reçu le produit de PlayStation. J'ai déjà dû le dire, quoi, c'est sûr. Il y a un premier mensonge dans le on. J'étais tout seul. Ouais, il est là ton premier mensonge. J'étais tout seul, il n'y avait pas d'équipe à l'époque. Déjà, le on est un concept. Voilà, c'était ma mère qui me faisait à bouffer, et moi, voilà, ça c'est la réalité, quoi. Voilà. Bon, c'est bon là? On a répondu aux questions? Bon, moi pour me mettre à ton niveau, quand je prends une photo et que j'ai un bouton qui n'était pas là 2 jours avant, de ouf. Bon, sur Lightroom, peut-être que je le supprime. Voilà, ça peut m'arriver. Voilà. Manuel, à toi de faire ton mea culpa pour clore cet épisode. Si, tu peux nous dire par exemple comment s'appelle ton logiciel Photoshop? La réponse est dans la question. Non, il a un nom particulier ton Photoshop à toi. Quentin?
Voilà. On est bon. Bah oui, et oui. Ah oui, ça c'est génial ça. Parce que tu vois les super belles photos retouchées de Manuel sur Instagram, il faut savoir que Manuel a 0 skill sur Photoshop. Pas du tout. Bah, j'ai combien de créatifs à demeure? Je vais pas me faire chier à installer Photoshop. Je veux dire, Quentin, que j'aime, qui est un amour et un créatif talentueux, quand je vais m'insulter quand il voyait mes photos sur Instagram en disant c'est pas possible, il fait un effort, il faut les retoucher, Donc etc. t'as agi sous la menace en fait. Donc j'ai agi sous la contrainte. Donc maintenant, avant de publier une photo, j'envoie à Quentin, il la retouche, il rééquilibre les couleurs, machin. Bon, il fait ses trucs à lui, et puis ensuite je publie la photo. Et ma mère la like. Voilà. C'est formidable. Bon, je suis content d'avoir parlé de ce sujet. J'avais un peu écrit justement comme je sais le faire parce que c'est un sujet qui me tenait à Comme je cœur. sais le faire en toute modestie. Oui, bah écoute, on a décidé de pas être fake dans ce podcast, donc oui, effectivement, je sais écrire. J'ai un certain talent pour l'écriture, en effet, donc je m'en suis servi parce C'est que bon, Léo. j'avais des messages à passer. J'ai eu des problèmes dans mon enfance quand même. Manuel, merci. de C'était trop cool confiance en pour ce moi, podcast. parce que c'est vrai que quand j'ai beaucoup changé d'école, à chaque fois, je changeais de ville, etc., Allez, c'était bye un bye. peu difficile de me faire des copains. Donc oui, j'ai eu quelques problèmes.